qui est à la fois dramatique et en même temps passionnant, c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui évidemment évoque le roman de Victor Hugo, qui s'est retrouvé pendant quelques jours en tête des ventes des livres sur des plateformes marchandes et dans les librairies en France. Pour illustrer la catastrophe, on a convoqué les mots de Victor Hugo et redécouvert la modernité de ce roman. Au début du mois d'avril, on avait déjà beaucoup parlé de l'écrivain à l'occasion de la réouverture au public, après rénovation, de sa maison sur l'île mystérieuse de Guernesey. Je vous propose de profiter d'une visite guidée de ce lieu avec un guide que vous connaissez bien. Et juste après, nous discuterons de la modernité ou non de Victor Hugo. Voici cette visite guidée grâce à notre camarade Estelle Martin. Quand Victor Hugo arrive dans cette maison, nous sommes en 1856. L'écrivain français est en exil. Il a dû fuir la France après avoir écrit son pamphlet sur Napoléon III, rebaptisé Le Petit. Hauteville House va garder une place à part pour lui et pour les siens. Cette maison, Hugo s'en empare. Il va en faire une œuvre totale. Les murs sont comme des pages blanches qu'il va recouvrir. L'écrivain et le décorateur ne font plus qu'un. Le sublime et le grotesque, Victor Hugo ose tout. L'artiste sillonne l'île pour trouver des coffres, des céramiques. Il réalise des collages, joue sur le choc des couleurs. Son salon rouge et son salon bleu font penser à ses drames romantiques. La galerie de Chêne à une église gothique. Victor Hugo met en scène l'espace, il le redessine. Hauteville House illustre ce vers des contemplations. Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. Nous voici dans la pièce emblématique de la maison, le Look-Out. Victor Hugo venait ici pour travailler. Il s'installait devant la mer, debout. Il écrivait ici sur cette tablette et ensuite il prenait ses écrits et faisait sécher l'encre des feuilles sur ce sofa. Il a écrit ici Les Travailleurs de la mer, L'Homme qui rit, Théâtre en liberté. Quant à son œuvre emblématique, Les Misérables, elle a bien été écrite dans cette maison, mais pas dans cette pièce, non, dans l'antichambre juste à côté. C'est ici qu'il dormait, une chambre quasi monacale qui détonne dans cette demeure fantasque. Pour Victor Hugo, l'architecture était une pensée dans la pierre. Après 18 mois de rénovation et plus de 4 millions d'euros de travaux, cette demeure se révèle comme un poème en 3 étages. C'est la première maison que Victor Hugo ait achetée. Il a déménagé 23 fois. Dans sa vie, donc il a beaucoup bougé, la fameuse place des Vosges, et puis évidemment l'avenue d'Eylau, qui est devenue l'avenue Victor Hugo, donc à Paris, où il est mort. Quelqu'un a-t-il une opinion sur cette maison qui est quand même assez mythique? Et sur Victor Hugo, bien sûr. Vous, mon cher, non mais attends, on va commencer par Sylvestre. Sylvestre a l'air très inspiré. Non mais Sylvestre, parce qu'il est parti, parce qu'il faut quand même repenser ce qui s'est passé à l'époque. Beaucoup des communards sont partis. Par chez nous. Voilà, beaucoup des communards sont partis vers la Belgique. Victor Hugo était très solidaire de ce voyage des communards vers la Belgique. Et puis après, il est repassé par Londres, Guernesey, etc., etc. Donc ça vous concerne un peu beaucoup. Rimbaud, Verlaine, Marx, toute une ribambelle de gens qui ont un jour trouvé refuge en Belgique. Qu'est-ce que je pense de Victor Hugo? En 2 minutes. Non, ça m'a beaucoup interpellé, cette explosion des ventes, parce que c'est logique, hein, quand un artiste décède, et notamment en musique, on voit que les vues sur certaines plateformes et les téléchargements explosent, donc c'est la même logique avec Victor Hugo pour les livres. Pareil est une fête d'Hemingway après les attentats du Bataclan. Exactement. Ce qui me fait toujours un peu sourire, c'est le fait de me dire que je pense que les gens ne liront pas nécessairement le livre qu'ils auront acheté, et c'est un peu pour poser sur Instagram. Si on regarde sur Instagram, on voit un nombre incalculable de gens qui posent avec le livre. Et on se dit, c'est cool. Oui, mais voilà. ils posent avec le livre aussi parce qu'il y a de nombreuses maisons d'édition qui ont promis de reverser l'intégralité des bénéfices pour la reconstruction de Notre-Dame. Donc ils ont aussi l'impression de faire une bonne action. Mais de là à lire l'œuvre, c'est autre chose. Moi, je pense que c'est aussi une valeur refuge, Victor Hugo. Je me faisais cette remarque vers la fin de sa vie, et c'est l'image d'Épinal qu'on a de lui, il ressemblait de plus en plus au Père Noël. Et donc, il y a quand même, je veux dire, non mais, il y a quand même une espèce de, ce côté un peu physique, culte, comme ça, qu'on a dans la mémoire. Et donc, je pense qu'on est de plus en plus dans un monde qui va de plus en plus vite. Enfin, voilà, on va pas revenir là-dessus. Enfin, la numérisation à tout crin, etc. Quelqu'un comme Victor Hugo, pour le symbole qu'il représente, n'est pas nécessairement
nécessairement pour le contenu de son œuvre, est une espèce de valeur refuge. Si on pose la question, les gens vont dire Les Misérables, ils vont parler effectivement de Notre-Dame de Paris. Je pense que ça va juste s'arrêter là. Et puis on voit t'es malade, la poésie. Mais on est d'accord, l'œuvre politique, les dessins, etc. Mais les gens, la plupart des gens... Il y a un dessin absolument extraordinaire dans la maison où on voit un pendu qui est une œuvre absolument magnifique. Qui c'est ça? Peut-être, alors, juste comme ça, je vous en prie, Michel. Peut-être, je prends la parole sans qu'on me la donne, mais rapidement, Pierre. Mais peut-être que ça a tellement insufflé dans son œuvre qu'on l'a oublié, parce que effectivement, Hugo, voilà, il est complètement moderne en même temps. C'est à la fois une valeur refuge et puis complètement moderne dans les valeurs qu'il défendait dans son œuvre, qui ont infusé dans son œuvre. Voilà, il était pour le suffrage universel, il était pour les États-Unis d'Europe, déjà, avec une monnaie unique, il était pour la laïcité, il était anticléricaliste, il était contre la peine de mort, il était pour les droits de la femme, en tout cas par écrit. Dans sa vraie vie, ça, c'est peut-être un petit peu différent. Voilà. Enfin, il y a un nombre de valeurs pour scolariser tous les enfants, il y a un nombre de valeurs sociales aujourd'hui qui font partie de nos sociétés, qui n'était pas le cas au XIXe siècle en plein essor industriel, pour lesquels il s'est en tout cas engagé dans son œuvre, et politiquement aussi quand il était député, qui font que, ouais, ça va même presque au-delà de simplement ce côté peut-être Père Noël, ça infuse vraiment complètement son œuvre. Non, mais j'en disconviens absolument pas. Moi, je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis. Je dis simplement que on ne va pas dans cette profondeur-là nécessairement avec les phénomènes qui se passent aujourd'hui et qu'on s'arrête souvent sur Instagram, voilà. Sûr, et je suis complètement d'accord. Si on regarde son œuvre, elle est absolument incroyable. C'est un millefeuille d'influence. Enfin, il y a des écrits politiques. Mais c'est encore une grosse... Ce que je voulais simplement dire, pour ne pas te contredire, mais ajouter, c'est que lire, par exemple, Les Travailleurs de la mer ou d'autres livres de Victor Hugo, et moi je vois ça, je vérifie avec les enfants, etc., c'est magnifique encore aujourd'hui. C'est pas du tout un truc congelé d'un personnage embaumé. C'est comme Giuseppe Verdi pour les Italiens. Hein. C'est un monument national dont on peut réécouter pour Verdi les opéras 45 fois et pour Victor Hugo relire Les Misérables, Notre-Dame, etc. Les enfants... Mathieu. Ben, c'est intéressant de voir aussi que c'est un créateur... de penser à Victor Hugo et de voir la chemise de Mathieu en même temps. J'ai l'impression de voir une compression bizarre du temps. Très baroque en même temps, ça plairait beaucoup à Victor Hugo. Oui, c'est peut-être aussi il y a un hommage à Peter Doig aussi, vous qui aimez l'art visuel. Pour revenir à Hugo, en fait, Hugo a eu des enfants partout, hein, au Québec, des auteurs vraiment s'y réfèrent parmi nos grands auteurs. Victor Lévy-Beaulieu, pour ne pas le nommer, qui est un auteur protéiforme, qui a fait des essais, qui a écrit pour la télé, qui a écrit pour le théâtre, quelqu'un qui, justement, ne voyait pas de différence entre la haute culture et la culture populaire. Et je pense que un des héritages d'Hugo, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui était autant dans le roman feuilleton que dans la culture. Énorme succès de son vivant. Ben voilà. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que même dans la culture populaire aujourd'hui, je crois qu'on va revenir à d'autres Hugo qu'on connaît moins. Parce que vous savez, cette année va sortir un nouveau Batman, en fait, un film sur le Joker. Et le Joker, il y a un lien avec Hugo parce que le premier Joker est né d'un roman d'Hugo qui s'appelle L'homme qui rit, qui a été porté au cinéma. Absolu. Qui a été porté au cinéma à la fin du muet, en 1928, par Paul Lény. Et donc, cette espèce de figure de rictus figé d'un enfant, en fait, qui est né, qui a eu une enfance extrêmement difficile et qui a été pris, donc, avec ce rictus-là, qui est tombé amoureux d'une femme aveugle. Et donc, c'est la première fois dans la saga Batman qu'on va revenir sur la psychologie de ce méchant parmi les méchants. Et ce sera intéressant de voir comment on va probablement revenir à L'homme qui rit, qui est un autre roman pas connu par le truchement de l'actualité. Et donc, cette espèce... Un autre personnage archétypal qui fait maintenant partie de la culture populaire, comme tous ces personnages d'Hugo hyper connus. On va probablement redécouvrir une autre facette d'Hugo et ça montre encore la richesse phénoménale de cette œuvre-là qui, encore dans les comics américains, dans le cinéma américain, par Joaquin Phoenix cette année, va se réactualiser plus d'un siècle après sa création. Le roman est écrit à Guernesey et c'est vrai qu'on voit aussi que le cinéma actuel reprend Victor Hugo avec Lajli, vous savez, ce jeune cinéaste qui est en lice. L'homme qui rit a été retourné il y a encore moins de 10 ans. Hein.
Alors là, je parlais plutôt des Misérables, Les Misérables de Lajli, qui est un jeune cinéaste français qui est en lice pour la Palme d'Or. Et Les Misérables font évidemment allusion. Alors c'est Les Misérables d'aujourd'hui, hein, avec une dénonciation des violences policières, notamment dans ce film. Il en avait fait un court métrage qui a été plusieurs fois primé. Là, c'est le long qui est en lice pour la Palme d'Or. Et il a tourné ça chez lui à Montfermeil, où se déroule, enfin c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique, où se déroule l'action des Misérables avec Gavroche. Et on voit que pour ce jeune cinéaste, il a une trentaine d'années, pour lui c'est hyper important. Enfin, Victor Hugo, ça lui parle, ça parle aussi à tous les jeunes avec qui il a tourné ce film. Et c'est vrai que là, on voit l'importance de l'éducation nationale, puisque c'est un auteur, Victor Hugo, tous les enfants, les petits Français l'apprennent, et ils connaissent tous Les Misérables. Alors peut-être moins les Contemplations, mais en fait, c'est vrai que c'est important, et on le voit dans le cinéma, puisque là, avec cette nouvelle version, en tout cas avec un coin, avec un... Ma chère Laura. Moi, je suis un peu moins pessimiste que Sylvestre, qui a dressé quand même une image de ce regain pour Victor Hugo, notamment par les réseaux sociaux, en disant que finalement, ça ne servirait pas à grand-chose. Effectivement, il y a beaucoup de posts de personnes qui ont acheté le livre. Il y en a qui vont même voir les bouquinistes de Paris qui sont menacés pour essayer de trouver des éditions originales. Et il y a aussi tous ces professeurs qui se disent, bah, tiens, finalement, je ne l'avais pas mis au programme, je vais en parler à mes élèves, et donc je vais changer ce que j'avais prévu de faire, et qui témoigne plus sur Twitter qu'Instagram, où Instagram c'est très visuel, et sur Twitter on s'investit un peu plus. Et donc je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on en parle. Il y a la double actualité, puisqu'il y a effectivement la maison plus le drame de Notre-Dame qui le remet au goût du jour. Et puis il est détourné, il est caricaturé, notamment par les gilets jaunes. Il a été rhabillé avec un gilet jaune. Il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux et qui dit « Victor Hugo remercie tous les généreux donateurs prêts à sauver Notre-Dame de Paris » et leur propose de faire la même chose avec les misérables.